Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Les cours et tribunaux de Monaco font leur rentrée, mais dans quel état d'esprit? Nous en parlerons dans quelques instants avec Sylvie Petit-Leclerc, secrétaire d'État à la justice. Quel avenir pour le numérique, le digital ou l'intelligence artificielle dans l'économie? C'est une des questions qui sera posée ce mardi au salon Monaco Business. Maurice Cohen, le fondateur de l'événement, nous en dira plus. Comme un bond dans le temps et en couleur, l'exposition Monaco d'autrefois présente des photographies inédites du début du XXe siècle et vous le verrez, derrière ce rendez-vous se cache une histoire familiale. La principauté poursuit son programme de sauvegarde du patrimoine naturel. Ce soir, coup de projecteur sur une opération de conservation d'une espèce menacée, la nivéole de Nice. C'est la rentrée pour la justice monégasque. L'audience solennelle s'est déroulée ce lundi au palais de justice, un instant qui aura été précédé de la messe du Saint-Esprit célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, en la cathédrale et en présence de plusieurs personnalités monégasques, dont Sylvie Petit-Leclerc, que nous allons recevoir dans quelques instants, mais aussi du nouveau procureur général, Stéphane Thibault, et de Francis Julmier-Milasso, fraîchement nommé premier président de la Cour d'appel. Pour le deuxième temps fort de cette rentrée, le prince Albert II a assisté à l'audience solennelle à quelques pas de là, au palais de justice, où nous attend le secrétaire d'État à la justice. Bonsoir Sylvie Petit-Leclerc. Bonsoir madame. Quel est votre état d'esprit en ce 2 octobre 2023, jour de la rentrée des cours et tribunaux? Eh bien écoutez, je suis très heureuse. L'audience de rentrée s'est passée formidablement bien, avec de jolis discours et en présence évidemment du prince souverain. Et ces discours ont été prononcés par le nouveau premier président et le nouveau procureur général, ce qui rend du secrétaire d'État à la justice une femme heureuse, puisque, vous le savez, nous attendions ces magistrats, ces hauts magistrats, depuis une année maintenant. Alors vous émettiez le souhait l'an dernier d'une justice moderne, plus impartiale et accessible à tous. Est-ce que c'est toujours votre moteur? Alors bien évidemment, la justice doit être impartiale. C'est la seule façon pour que cette justice soit comprise du justiciable, puisque le justiciable attend beaucoup, comme vous le savez, de la justice. Nous sommes dans des sociétés extrêmement judiciarisées et que par conséquent, cette justice doit être, encore une fois, comme vous l'avez précisé, impartiale, mais elle doit être moderne parce qu'elle doit être comprise aussi. Quelqu'un doit savoir pourquoi il était condamné, par exemple. Et donc, je maintiens ce cap. C'est effectivement le but que je poursuis et dont je suis certaine qu'il est également poursuivi par les magistrats qui sont en poste à Monaco. Accessible, c'est aussi bien au sens où chaque justiciable peut saisir la justice, mais aussi dans le sens accessible en ligne via le site internet Légimonaco. Absolument, donc accessible, comme vous le dites, par le biais notamment de l'assistance judiciaire, parce que vous savez, la justice a malheureusement un coût, mais aussi par le biais de Légimonaco, qui peut rendre cette justice plus claire, plus transparente, complètement ouverte, puisque Légimonaco va s'occuper de la publication des décisions de justice, dont je précise qu'elles seront évidemment anonymisées pour préserver la vie privée des justiciables. Est-ce que l'on pourrait qualifier la justice monégasque d'un juste équilibre entre modernité et tradition? Quelle en serait votre définition? Elle reste particulière, cette justice monégasque, hein? Elle reste tout de même traditionnelle, et je vous donne un exemple qui me semble important dans la suite, dans la ligne de ce qui vient d'être dit, c'est que les magistrats monégasques, alors monégasques français ou monégasques, mais enfin en tout cas qui travaillent ici, peuvent encore motiver leurs décisions. Et ça, pour un magistrat qui exerçait en France, si vous voulez, ça reste une justice traditionnelle, puisque les dossiers sont si importants, si nombreux en France, que les motivations sont de moins en moins importante par manque de temps. Donc je trouve que ce côté, si vous voulez, qui ne nuit absolument pas à la modernité à laquelle j'aspire, est extrêmement important, puisqu'il permet aussi une meilleure compréhension des décisions qui sont rendues. Qu'en est-il des relations, Sylvie Petit-Leclerc, que Monaco entretient avec la France? Plusieurs dossiers sont en cours. On peut citer notamment la réforme de la procédure pénale ou la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Il y a des relations à deux niveaux, c'est-à-dire des relations quotidiennes, opérationnelles, je dirais. Dans le cadre de demandes d'entraide internationales, nous recevons beaucoup de demandes de la France, par définition, compte tenu des liens qui unissent la Principauté de Monaco et la République française. Nous recevons, vous parlez de blanchiment, nous recevons beaucoup de demandes du parquet national financier et nous nous efforçons de répondre à ces demandes rapidement. Et puis il y a aussi évidemment cette coopération, mais qui est plus politique, je dirais, c'est-à-dire la France, comme vous le savez, doit permettre à la justice de Monaco de fonctionner en nous envoyant des magistrats. Et comme vous pouvez le constater, 5 magistrats ont été installés, dont le procureur général et le premier président. Et j'ai demandé d'autres postes et d'autres magistrats en créant d'autres postes à Monaco. Et les relations sont excellentes. Un mot, si vous le voulez bien, sur la place de la formation aux professions judiciaires. Un institut a été créé récemment en Principauté. Quelles sont ses ambitions? Sa mission a été étendue. Alors, en effet, l'Institut de formation a été créé en 2021. Il était limité dans un premier temps à la formation des candidats à l'examen d'avocat. Mais en tout cas, que cet institut soit le fondement du rayonnement aussi du droit monégasque et de la connaissance aussi de cette jurisprudence. Donc je trouve que c'est un instrument qui est vraiment très intéressant et qui trouve tout son sens compte tenu de ce que je veux rendre la justice aussi plus lisible et plus proche des sujets. C'est par ces mots que vous qualifieriez également le bilan de cette première année écoulée à ce poste de secrétaire d'État à la justice? J'ai beaucoup travaillé, nous avons tous beaucoup travaillé à Monaco, comme vous le savez, notamment dans le cadre de cette évaluation effectuée par le comité Monéval. Puis ensuite, vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, que 4 lois à l'instigation, à l'initiative de la direction des services judiciaires ont été votées par le Conseil national au mois de décembre 2022. Une volonté de ma part également de moderniser le fonctionnement de cette justice et aussi de la rendre sans doute, encore une fois, tout tourne autour des mêmes buts poursuivis, si vous voulez, aussi la transparence, prendre vraiment des décisions particulièrement institutionnelles, en tenant compte d'une communication qui permette à tout le monde de comprendre le but poursuivi. Vous allez dire que je reviens toujours à mes fondamentaux, comme on dit au rugby, mais en tout cas, ça me paraît très important. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Petit-Leclerc d'avoir été notre invitée ce soir à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Et quelques heures après cette rentrée, une convention était signée afin d'améliorer la coopération judiciaire entre la Principauté de Monaco et le Royaume du Maroc. Je vous propose d'écouter à ce sujet Cécile Châtel-Petit. Elle nous explique pourquoi il était important de mettre en place cette convention. Dans le cadre de la francophonie, participer à un premier séminaire à Rabat avec toutes les cours suprêmes judiciaires de tous les pays francophones. Et à cette occasion, j'ai pu discuter avec le premier président et le procureur général du Maroc. Et nous avons pensé qu'il était intéressant pour la justice monégasque, comme pour la justice du Royaume du Maroc, de faire des échanges, notamment en ce qui concerne la formation, les pratiques, les échanges de jurisprudence, tout ce qui fait vivre l'institution judiciaire, de le partager entre nos deux pays. Cécile Châtel-Petit qui était au micro de Sandrine Nègre. Parlons basket à présent. La Roca Team est toujours invaincue cette saison. Les Monégasques avaient un premier gros test dimanche soir sur le parquet de l'Asvel. Les joueurs de Sacha Obradovic l'ont emporté 87-79. Un résultat bon pour la confiance avant la réception de Dijon mardi soir. I think it's gonna be a good fight. Like always, Dijon is like any other team. Is performing and overperforming against us. So we should be ready. And for us, it's important not to lose now the rhythm. Because
Most likely, like we expect, similar defense, from Valencia, and this could be without any like arrogance, like a good opponent, like to prepare even the Valencia game, because we don't have time for preparation at all. C'est peut-être un peu comme le match de Saint-Quentin chez nous. Je pense qu'on a appris quelque chose de le match de Saint-Quentin, donc on va être prêt. Il faut qu'on est prêt. Chez nous, il faut qu'on gagne ce type de match. Et après avoir perdu ses 3 premiers matchs, Dijon a nettement dominé Boulogne-Levallois 94-54 dimanche. Le rythme s'accélère pour la Roca Team avec une série de 11 matchs durant le mois d'octobre et notamment après Dijon mardi, le premier match d'Euroleague vendredi à Valence. Il est temps maintenant de recevoir notre second invité. Il s'agit de Maurice Cohen. Il est le fondateur du salon Monaco Business, un rendez-vous destiné aux entrepreneurs azuréens qui aura lieu ce mardi au Méridien Beach Plaza. Bonsoir Maurice Cohen. Oui, bonsoir. Cette 11e édition est résolument tournée vers le numérique. Eh oui, je crois qu'aujourd'hui c'est un vecteur important de l'économie monégasque et internationale. Donc c'est vrai que le Monaco Business est encore tourné, mais on a essayé d'apporter un petit plus que le numérique en faisant des conférences sur l'économie monégasque par le MEB et tous nos partenaires. C'est un enjeu majeur, le numérique, pour les entreprises aujourd'hui, selon vous? Je crois que c'est un enjeu majeur, pas que pour les entreprises, mais même pour l'État monégasque. Je crois que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de l'économie. Et c'est pour ça que nous avons ici, au Monaco Business, tous les représentants pratiquement du numérique. Mais est-ce que des entreprises ont encore du mal à passer ce cap de cette transition numérique? C'est craint, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la création de cybersécurité, du cloud. Je crois que Monaco a pris les devants et je crois que c'était important de pouvoir répondre favorablement à toutes ces demandes et de faire attention à tous nos messages et à tous nos dossiers. Donc c'est pour ça que c'est important que Monaco ait pris le chemin de la sécurité numérique. L'intelligence artificielle sera également évoquée. Il en a été question à la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale à New York. C'est un sujet crucial là aussi? Là aussi, je crois que c'est un sujet important qui va être abordé lors de notre salon et je pense que ça va faire partie des sujets de l'avenir. Alors 50 exposants seront présents. Qui sont ces exposants? Oui, ce sont essentiellement des entreprises de Monaco, puisque le Monaco Business, on a souhaité depuis le début, la première année, de réserver cette manifestation uniquement aux entreprises monégasques. Donc ce sont tous des entreprises installées en principauté et qui font l'économie de la principauté. Donc nous, on avait souhaité le faire pour que se fasse un bon salon B2B, pour que les gens se rencontrent, discutent et puissent collaborer au mieux lors de l'année économique. 11e édition déjà, preuve de l'utilité de ce salon. Oui, 11e édition. Avec cette année, on a une liste d'attente de demandes d'exposants et on a eu même beaucoup de demandes de l'extérieur qu'on a refusées, des entreprises de Sophia Antipolis, des entreprises de Nice et on est resté Monaco. Et quel est l'objectif de ce salon, Maurice Cohen? C'est l'objectif du salon, c'est favoriser l'économie monégasque et de créer une dynamique entre les entreprises et les entreprises qui viennent visiter, puisqu'on a à peu près 1 millier d'entrepreneurs qui viennent visiter le Monaco Business. Oui, l'économie monégasque et sa stabilité est un facteur d'attractivité pour le pays. C'est un facteur important. D'ailleurs, on va démarrer donc notre conférence, le cycle de conférences, avec une intervention du ministre d'État, son Excellence Pierre Dartout, qui va faire un petit point sur l'économie monégasque, après suivi du Club Éco avec le MEB et Monaco Matin. Et les ambitions de cette économie monégasque sera abordée aussi lors d'une des conférences? Oui, je crois que c'est un sujet important. C'est ce qu'on a voulu apporter en plus du numérique, donner un peu l'idée des ambitions de la principauté au niveau économique et ça va être abordé tout au long de la journée d'ailleurs. Et le numérique, puisque vous le citez, le 6e prix du numérique qui sera Le 6e prix, c'est ça, il sera remis ce soir par Monsieur Ruizon. Donc c'est un prix numérique qui a été créé il y a 6 ans où on essaye de mettre en avant un certain nombre d'entreprises qui font des recherches et qui trouvent des idées géniales pour le numérique. Vous les suivez d'ailleurs, ces entreprises, les entreprises primées?
Oui, on les suit. Alors, certaines ont disparu, certaines ont explosé, sont devenues de grosses entreprises. Donc on les suit, on va en faire un petit topo pour l'année prochaine où on va les représenter, toutes celles qui auront réussi. Ça serait un projet pour l'an prochain. Merci beaucoup Maurice Cohen d'avoir été avec nous. On le rappelle, donc le Monaco Business, c'est donc ce mardi au Méridien Beach Plaza. Merci. Merci à vous. Le reportage qui va suivre vous emmène au début du XXe siècle. Monaco d'autrefois présente une sélection de photos inédites et restaurées. Un véritable voyage dans le temps via des scènes de vie, des portraits, des paysages. Et vous allez le voir, derrière cette série de clichés se cache une belle histoire familiale. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Alban Gingembre. Monaco d'autrefois, c'est une sélection de photos anciennes de la principauté, restaurées puis colorisées à partir de plaques photographiques en verre, léguées par l'un des rares reporters photographes du début du XXe siècle à Monaco. À l'âge de 14 ans, sachant que demain j'en ai 64, donc ça fait 50 ans, mon père m'a donné les plaques photographiques, à peu près 300, de mon grand-père. Et quand il y a eu la crise de la Covid, je suis photographe, donc je me suis forcé à vraiment utiliser les logiciels de photographe et à approfondir. Et là, j'ai vraiment pu commencer à scanner et ensuite j'ai restauré ces plaques. Et une fois que j'ai fait ces opérations de restauration, j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu coloriser. Alors pourquoi j'ai colorisé? Parce qu'en fait, je m'étais aperçu que de coloriser, ça permettait à l'imagination de mieux se projeter dans le temps. Et c'est vrai que quand j'ai fait des tests, quand je mettais la photo en noir et blanc, restaurer la photo en couleur, les gens immédiatement préféraient la photo couleur. Et c'est pas simplement pour cette raison, je voulais aussi qu'il y ait cet investissement artistique de ma part. Cette exposition permet aujourd'hui de présenter ce qui fait partie du patrimoine de la principauté. Le pays est en perpétuelle évolution architecturale et les Monégasques semblent souvent nostalgiques du Monaco d'antan. Les photos permettent alors de se souvenir. Nous avons un fonds patrimonial, donc il y a beaucoup de photos qui viennent du fonds patrimonial. Et c'est vrai que les Monégasques sont passionnés, ils ont des vieux albums de famille. Moi, je l'ai personnellement dans mon bureau, j'ai gardé ce trésor de mon grand-père et de mon père. Et on retrouve certaines photos qui reviennent, certaines vues qui reviennent à une certaine époque. Et puis, moi, je le trouve aussi très attachant, ce sont les personnages de l'époque, dans leur qualité de vie aussi, une extrême belle qualité de vie. C'est la partie que je préfère. Les Monégasques sont fiers de leur patrimoine et ils ont leur patrimoine à la maison souvent, comme Monsieur de Bernardi. Monaco d'autrefois est à découvrir jusqu'au vendredi 6 octobre à l'espace Léo Ferré. Régulièrement, la principauté lance des opérations de sauvegarde du patrimoine naturel. Dernière en date, un programme de conservation de la nivéole de Nice. Cette petite plante qui fleurit au printemps est une espèce aujourd'hui menacée. Christine Datomel a assisté à une opération menée dans les jardins Saint-Martin. Voyez son reportage. De loin, avec ses petites clochettes blanches retombantes, on pourrait presque la confondre avec un perce-neige. La nivéole de Nice égaye en avril quelques rares zones du territoire monégasque et maralpin où elle survit encore. C'est pourquoi depuis 2019 à Monaco, cette plante aux petites fleurs blanches fait l'objet d'un plan de conservation. La nivéole, sa particularité, c'est une toute petite plante qui fait des fleurs clochettes blanches, mais qu'on voit très peu parce qu'en fait, elle est toute petite et elle fait des graines. Et justement, dans ce plan de conservation, nous, on récolte, la direction de l'environnement, on récolte ces graines. Après le Grand Prix, en général, c'est notre timing, au mois de mai. Voilà. Ces graines, elles sont transportées au conservatoire de Porquerolles, avec notre expert qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, qui est Katia Diaderma, qui est spécialisée justement sur cette espèce. Et ensuite, le conservatoire de Porquerolles et Katia fait les germinations et on vient les réimplanter sur Monaco avec l'aide de la direction d'aménagement urbain, justement, qui nous prépare des endroits, notamment au jardin Saint-Martin, mais aussi avec les jardiniers du Palais, puisqu'on réimplante aussi sur les glacis du Rocher grâce aux jardiniers du Palais.
Une belle collaboration donc entre la direction de l'environnement monégasque, le conservatoire de Porquerolles, les jardiniers de la DO et ceux du Palais Princier, tous unis par le même enjeu patrimonial de conservation en faveur de la Nivéole de Nice. Le Théâtre des Muses vient de dévoiler sa programmation pour la saison à venir. C'est avec un one-woman show que la directrice du théâtre, Antea Sonio, a présenté les 25 dates qui animeront cette salle intimiste, des pièces qui ont connu le succès à Paris ou des coups de cœur présentés au Festival d'Avignon. Plus de détails avec ce reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Humbert. C'est un rendez-vous incontournable pour le Théâtre des Muses, des plus grands succès parisiens aux pépites du Festival d'Avignon. La programmation est un travail de longue haleine, composé comme une œuvre d'art. Entre rêves et reflets de l'humanité, les pièces illustrent des moments de joie, mais révèlent aussi des préoccupations quotidiennes. Des spectacles tous plus beaux les uns que les autres. Ça représente vraiment des milliers et des milliers d'heures de travail de faire une programmation comme celle-ci, c'est-à-dire de découvrir les talents de demain et d'après-demain. Donc un séjour au Festival d'Avignon, bien évidemment, beaucoup de spectacles que j'ai vus aussi à Paris, beaucoup de spectacles qu'il a fallu visionner. Je pense qu'en fait, j'ai dû travailler sur au moins 250 spectacles pour arriver à sélectionner les 25 meilleurs qui puissent se donner dans un si beau, si merveilleux, si petit, si intime écrin. Le coup de cœur d'Antea se porte sur Les Frottements du cœur, une plongée dans l'univers surréaliste de la réanimation, un témoignage brûlant, sensible et drôle à la fois. C'est une création qui est née au Festival d'Avignon et c'est un spectacle que je trouve d'utilité publique. C'est l'histoire d'une jeune femme de 29 ans qui tout à coup est attaquée, c'est le cas de le dire, par une grippe, mais une grippe tellement méchante qu'elle se retrouve à l'hôpital et très rapidement placée sous ECMO. C'est quelque chose qu'elle a véritablement vécu. Donc c'est un petit peu aussi comme une quête initiatique des choses les plus épouvantables qui peuvent nous arriver. Et comme elle est brillante, elle nous fait rire et pleurer en même temps. Le premier rendez-vous est fixé au 12 octobre prochain pour y découvrir L'Alchimiste, une pièce familiale qui retrace une épopée formidable qui propose une vraie réflexion sur le sens de la vie. C'est désormais une habitude, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur ce qu'ils font à Monaco. Christine Datomel part à la rencontre des commerçants, des artisans, des restaurateurs pour connaître leur histoire et leur savoir-faire. Aujourd'hui, Christinda, nous vous retrouvons du côté du quartier de la Condamine. Oui, et aujourd'hui, je me trouve dans les locaux flambant neufs de la distillerie de Monaco. Alors, l'enseigne séduit depuis 2017 avec ses liqueurs d'orange amère. Une liqueur produite grâce aux fruits des arbres de la principauté. Alors, comment toute cette belle histoire est née? Je vous propose tout de suite de rencontrer le maître des lieux, Philippe Culazzo. L'idée, c'était vraiment de créer des spécialités monégasques, des choses qui viennent réellement de Monaco, qui ont un vrai lien avec le terroir monégasque. C'est quelque chose qu'on peut amener à l'étranger. Spiritueux, c'est des choses qui vieillissent, qui vont bien pour voyager plus loin de Monaco. Toutes les oranges qu'on utilise, ils viennent de Monaco. Il y a 600 arbres en principauté, plus ou moins. On ramasse toutes les oranges qui auparavant partaient à la déchetterie. Donc les oranges ne sont pas traitées. C'est du fruit qui est très aromatique, c'est très sain. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé par le peuple monégasque et les résidents qui partaient auparavant à la déchetterie, on récupère ici pour transformer en liqueur d'orange. Les arbres, ils font du fruit une année sur deux, plus ou moins. Mais on va dire entre 10 et 15 tonnes de fruits ramassés tous les ans en totalité. Et peut-être entre 8 et 10 tonnes, ils arrivent ici. Nous avons des cagettes pour ramasser les oranges en bois. Ils arrivent ici entre janvier et février. On travaille en étroite collaboration avec la DO de Monaco. Nous faisons un premier triage du produit, un lavage, une petite désinfection avec un produit très léger, le même qu'on utilise pour les biberons des bébés. Et ensuite, on fait un deuxième lavage, un frottage. On épluche les oranges, on met à macérer les écorces d'orange. Et puis on prend aussi le jus des oranges, qui est amer, mais qui contient des sucres. Donc on fermente le jus.
On attend que ça soit complètement transformé les sucres en alcool et ensuite ça passe en alambic ici pour la distillation. C'est vrai que c'est un petit peu comme les cépages, que ça peut changer d'année en année. Des fois on a des oranges plus, on va dire, sèches parce qu'il y a de la sécheresse. Des fois ils sont un peu plus mûrs, un peu moins mûrs, mais c'est du terroir, donc c'est un petit peu comme un vin qui vient d'un domaine. Il a son caractère, donc ça va changer légèrement d'année en année, mais son caractère est vraiment fixe. L'idée vraiment c'est de communiquer les goûts de Monaco, le terroir monégasque. Donc le deuxième liqueur qu'on a fabriqué, c'est un monégasque qui m'a présenté l'arbre national monégasque, c'est le caroubier. Et on a fait un liqueur à la caroube, très intéressant, très insolite. Un fruit un peu difficile à travailler, mais on a torréfié les gousses de caroube et ça donne un goût très riche. Et je dois dire assez unique, on ne trouve pas ça souvent dans le commerce. Et puis également un gin avec les agrumes de Monaco. Et le gin, c'est le produit qui rayonne le plus, peut-être à l'international. C'est un gin fabriqué à partir de 7 agrumes locales, donc les oranges amères de Monaco, orange douce, citron vert, pamplemousse, cédrat et bergamote, tout sur une base de genièvre bien sûr. Et c'est tous des fruits qui poussent dans un radius de 12 km de Monaco. Donc la plupart, ils viennent vraiment de nos côtés et voilà, jusqu'à 12 km. Et la distillerie de Monaco produit 100 000 bouteilles par an. Alors elle livre bien sûr la principauté de Monaco, mais notre petite liqueur d'orange amère s'exporte également vers la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Irlande, le Japon ou encore Macao. Et ce n'est qu'un début. Et sachez que si vous souhaitez visiter la distillerie, c'est-à-dire ses ateliers, vous pouvez du lundi au vendredi ou alors sur réservation. Cette information pratique à présent à prendre en compte, l'avenue de Grande-Bretagne est fermée à la circulation jusqu'à ce samedi inclus de 20h à 6h du matin. Des interventions nocturnes sont prévues pour le retrait d'une grue et d'un portique de chantier. La circulation n'est en revanche pas impactée en journée. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Après des records de chaleur en septembre, les températures restent-elles élevées pour début octobre? Oui, le thermomètre affichera encore des chiffres au-delà des normes de saison, Émilie, avec 19 degrés prévus le matin mardi et 25 l'après-midi avec une température ressentie de 28 degrés. La journée sera partagée entre de belles éclaircies et un ciel voilé. Mardi 3 octobre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Gérards. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. Refermons ce journal comme nous l'avons débuté avec des photos de la rentrée judiciaire en principauté. Photos signées Stéphane Dana. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Quant à nous, on se retrouve demain, 19h, pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.